Le grand siècle, terme qui désigne le XVIIe siècle français, sous-entend une idée d'apogée artistique. Si sous Louis XIII, les arts connaissent, comme nous l'avons vu, un grand développement, c'est avec Louis XIV, son ministre Colbert et son peintre Lebrun que cette expression prend tout son sens. Un nouvel élan, d'une ampleur sans précédent, se met ainsi en place. Alors Louis XIV, c'est évidemment le moment où il prend le pouvoir en personne, donc c'est après la mort du cardinal Mazarin en 1661, il décide de gouverner par lui-même, et surtout son grand ministre, qui est Colbert, Jean-Baptiste Colbert, va réformer les arts, notamment en instituant des conférences à l'Académie royale de peinture et de sculpture, qui vont avoir une influence déterminante en posant les grands modèles, Nicolas Poussin d'abord, mais après Titien, Raphaël évidemment, et l'un des artistes va émerger, qui est Charles Lebrun. Il a séduit Louis XIV à Fontainebleau en peignant sous ses yeux un épisode de la vie d'Alexandre le Grand, car dans sa jeunesse, le roi Louis XIV s'identifiait à Alexandre. Il veut être lui aussi un conquérant aussi extraordinaire que l'a été Alexandre. Et Lebrun va devenir le premier peintre de Louis XIV et va avoir la haute main sur tous les grands chantiers du règne qui vont être menés par Colbert et financés par Colbert. Ça va être d'abord le Louvre, la galerie d'Apollon, et puis ensuite Versailles, évidemment, les grands décors, les grands appartements, la galerie des glaces, les décors des jardins. Donc on va avoir un moment d'extraordinaire floraison artistique sous Louis XIV avec l'une des figures dominantes qui est Charles Lebrun. L'idée de dictature des arts est souvent avancée pour cette période. Cela a-t-il vraiment un sens ? Tout à fait, l'idée de dictature des arts est une idée trop facile et une idée qui est fausse. Lorsqu'on prend la peine d'étudier le détail de cette période, le détail de l'organisation des arts, on voit que Lebrun avait une importance pour donner une unité stylistique, une unité décorative notamment, mais qu'ensuite il laissait le génie singulier de chacun des artistes qui travaillaient avec lui s'exprimer. Lorsque Girardon travaille avec Lebrun, eh bien c'est le génie de Girardon qui décide et des chefs-d'œuvre sont produits. Pensez à Apollon soigné par les nymphes dans la grotte de Thétis, l'un des chefs-d'œuvre de la sculpture française et de la sculpture en général. C'est le génie de Girardon qui s'y exprime, car Lebrun l'a laissé s'exprimer. Donc cette idée de dictature des arts est une idée un peu reçue qui est ancienne et qu'il faut aujourd'hui revoir. Quel rôle joue l'Académie de peinture et de sculpture dans l'épanouissement des arts durant le règne de Louis XIV ? Alors l'Académie va prendre des grandes proportions, elle va réunir en fait tous les artistes de talent, elle va être extraordinairement ouverte, elle va codifier la formation des artistes en proposant vraiment un enseignement que l'on peut aujourd'hui qualifier de classique, qui se fonde sur le modèle vivant d'une part et d'autre part sur le modèle antique, va organiser ensuite des voyages à Rome qui vont être institutionnalisés avec la création de l'Académie de France à Rome, qui existe encore aujourd'hui mais qui est une création de Colbert en 1666, et tout cela va permettre à ces jeunes artistes de mieux se former, d'entrer en contact avec les grands modèles antiques et romains, et donc de faire de la France la patrie des arts au détriment de l'Italie. Donc je dirais le relais artistique à ce moment-là passe de l'Italie à la France. Qu'est-ce qui caractérise le cycle consacré à l'histoire d'Alexandre de Charles Lebrun ? Alors c'est un ensemble de tableaux absolument exceptionnels, vous le voyez par le format, ce sont des peintures absolument gigantesques, donc ça a été d'ailleurs un tour de force de les restaurer, de les présenter, vous voyez qu'ils ne sortent pas de la salle, on est là dans le monstrueux presque, et qui témoigne de l'ambition artistique de Lebrun. Lebrun travaille pour le plus grand roi. Louis XIV, à ce moment-là, dans les années 1660, s'est imposé comme le premier roi d'Europe, le premier roi au monde. Et donc, à la splendeur de ce roi qui rayonne, le roi Soleil, il faut un artiste qui peigne les plus grands formats, les peintures les plus ambitieuses, au point qu'on ne sait même pas où
Lebrun pensait pouvoir exposer, parce que même le Louvre est presque trop petit pour des peintures de cette dimension. Ensuite, elles ont été traduites en tapisserie, la manufacture royale des Gobelins, et en tout cas, elles témoignent de la gloire de Louis XIV, de la gloire du roi, qui reflète celle d'Alexandre le Grand, hein, vraiment une identité entre le grand conquérant. Louis XIV voulait être un roi de guerre, il voulait être un Alexandre, il voulait être un roi à la tête de ses troupes, et c'est ce que montre Charles Lebrun. On a vraiment, dans ce premier épisode d'un cycle, d'un véritable cycle, la bataille, le cœur de la bataille. Il est, voyez, au combat, reconnaissable à son casque à panache blanc, ça rappelle celui d'Henri IV, et on manque, voyez, de l'assassiner. Dans son dos, il est sauvé par l'un de ses compagnons et lui-même combat, et tous ses compagnons sont en train de traverser le fleuve, donc on est transporté, voyez, comme au cinéma, au cœur de l'action. C'est vraiment quelque chose qui vous prend, le gigantisme, la taille plus grande que le naturel, et puis la référence de nouveaux grands modèles, et ici c'est Léonard de Vinci. On n'a pas cité encore Léonard, mais c'est évidemment la bataille peinte par Léonard au Palazzo Vecchio, malheureusement aujourd'hui détruite, qui est mythique évidemment, qui est inspirée pour le groupe central, vous voyez le cheval qui est en train de mordre l'adversaire de Alexandre. Ça, c'est l'influence de Léonard, cette influence que Charles Lebrun a assimilée. Il est allé à Rome avec Poussin et il s'est imprégné du modèle italien et aussi du modèle antique pour réaliser ces gigantesques tableaux. Comment peut-on définir la manière de Charles Lebrun ? Alors, Lebrun, c'est vraiment la grande manière Louis XIVienne, c'est-à-dire il y a une exubérance qui est une exubérance décorative, c'est un immense inventeur d'un style qui est le style Louis XIV, donc il a presque créé un style lui-même, et dans le domaine de la peinture, c'est la profusion des personnages, la violence des actions représentées. Il est le peintre du grand, comme par exemple Poussin est le peintre du restreint. Chaque génie a sa qualité particulière et le génie de Lebrun correspond plutôt à celui de Rubens dans ce domaine qu'à celui de Poussin, car il n'est véritablement à l'aise que dans le très grand et même le gigantesque. Charles Lebrun n'est bien sûr pas l'unique peintre actif sous Louis XIV. Parmi les autres figures importantes, Jean Jouvenet doit être mentionné. Alors oui, Jean Jouvenet est un artiste très important de la toute dernière partie du XVIIe siècle. Il est originaire de Rouen, mais il s'est formé auprès de Lebrun. Dans les années 1660, il a accompagné Lebrun sur les grands chantiers versaillais, notamment le chantier des grands appartements, et puis il a pris son essor avec un caractère singulier de son art qui est une liberté de la main, il faut parler, plus que de la touche, extraordinaire, qui lui a permis d'assumer des très grands décors, par exemple à la chapelle de Versailles ou les apôtres de la coupole des Invalides, et puis aussi des très grands formats. Et là, on est devant un très grand format. Alors là, il représente la descente de croix et il s'inscrit dans la continuité d'une part de Rubens, dont l'extraordinaire descente de croix qui est conservée à la cathédrale d'Anvers a marqué le siècle par sa puissance, par sa vérité, par la construction, le nombre de personnages, et celle de Charles Lebrun, gigantesque, qui avait été peintre pour le maréchal de Villeroy, qui avait été retenu par Louvois pour la chapelle de Versailles, donc une œuvre aussi gigantesque, qui fait plus de 5 mètres de hauteur, qui est aujourd'hui conservée au musée des Beaux-Arts de Rennes. Et sur ces deux modèles, Jouvenet fait une variation pour laisser libre cours à son génie propre, qui est celui, vous voyez, de cette liberté de la main, donc de grandes diagonales qui viennent construire un peu la figure, qui vont lui donner une puissance
puissance dans les drapés, dans les expressions et dans la construction. Il y a vraiment une force singulière qui est propre à Jouvenet et qui l'exprime, je dirais, à merveille dans ce tableau qui est devenu son chef-d'œuvre. Charles Lebrun, par son rôle de premier peintre du roi, qu'il conserve de 1664 à sa mort, occupe une place prédominante. En quoi consiste précisément ce titre ? Alors, le premier peintre du roi, c'est l'artiste qui a vraiment la haute main sur tous les chantiers monarchiques. C'est un rôle qui va accroître en importance avec l'installation du roi à Versailles. Et donc c'est vraiment à Versailles que tout se joue dans les décors de Versailles, un chantier permanent tout au long du règne de Louis XIV, et un grand nom, Charles Lebrun, auquel va succéder Pierre Mignard. Lebrun n'est pas incontesté à la cour et d'autres peintres, soutenus par des grands, sont tentés de prendre sa place. Pierre Mignard apparaît alors comme un rival d'importance. Alors Lebrun avait évidemment la haute main sur tous les chantiers, il avait aussi l'amitié du roi, mais on va lui susciter un rival, en la personne de Mignard, qui est un artiste de grand talent, qui a passé de nombreuses années en Italie, qui est revenu en France dans les années 1650, qui a peint le décor de la coupole du Val-de-Grâce, donc un chantier majeur, un chantier qui a été loué, chanté par Molière, et Molière d'ailleurs était un proche, donc il avait des appuis très puissants, Mignard, notamment Senneley, un ministre de Louis XIV, qui va offrir ce tableau à Louis XIV pour lui montrer finalement qu'il faut passer à autre chose, qu'il y a un meilleur artiste que son premier peintre Charles Lebrun. Comment se définit la manière de Mignard ? Alors, il y a une manière qui est plus séductrice chez Mignard, avec des contours estompés, avec une composition qui a moins d'unité, qui est plus éclatée, qui est moins puissante, je dirais. Il y a davantage de grâce, il était particulièrement renommé comme portraitiste, mais tout cela touchait le roi. Louis XIV était vraiment un grand amateur et effectivement, lorsqu'on lui offre ce tableau, il le trouve si beau qu'il décide de le présenter dans le cabinet du Billard à Versailles. Donc, tout le monde pense que désormais c'est fini pour Lebrun et que Mignard est le successeur, mais le roi ne se dédie jamais en amitié, va passer commande d'un tableau équivalent, le même dimension à Lebrun, l'élévation de croix de Lebrun qui est aujourd'hui au musée des Beaux-Arts de Troyes, et il va présenter les deux ensemble pour dire « j'adore Mignard, mais j'aime toujours mon premier peintre Charles Lebrun ». Et chaque fois que, c'est la fin de la vie de Lebrun, mais chaque fois qu'il lui présentera un nouveau tableau, toujours le cycle de la vie du Christ, comme sur ce tableau de Mignard, eh bien le roi va l'accueillir favorablement. Il va même aller jusqu'à interrompre le Conseil des ministres pour faire l'éloge public de son premier peintre et pour que, on va dire, Mignard ne prenne pas la place de Lebrun avant la mort de Lebrun. Alors c'est la vie du Christ, un épisode de la vie du Christ, le portement de la croix, qui est le Christ n'en peut plus, il n'arrive plus à supporter le poids, et donc on prend le relais. Il y a les deux larrons qui vont être crucifiés avec lui, il y a tout le public, la Vierge, qu'on identifie à son drapé bleu assez intense, c'est du lapis lazuli, et le public qui l'accompagne. Donc on a vraiment un discours narratif, mais qui est dispersé entre différents groupes, et qui suit le chemin du calvaire. À la génération de Lebrun et Mignard succède celle de Coypel et de La Fosse. Ce changement d'époque se caractérise par une commande importante. Alors ces tableaux sont extrêmement importants, c'est Versailles, on est encore à Versailles, toujours dans le cabinet du Billard, c'est-à-dire l'endroit qu'on a évoqué devant le tableau de Mignard, mais il s'agit de Poussin en fait. Le lambris a changé et les tableaux de Poussin qui étaient là, Eliezer Rebecca et Moïse Sauvé, ne conviennent plus par le format, donc il faut passer commande à de jeunes artistes prometteurs, on va dire la nouvelle génération, des mêmes sujets. Le roi veut une continuité, il veut les mêmes sujets, donc il veut remplacer des Poussins
par la nouvelle génération. Donc on choisit Antoine Coipel et Charles Delafosse. Alors Antoine Coipel représente Eliezer et Rebecca. Il reprend le modèle poussinesque, narratif, avec ses compagnes au puits, mais il y a un côté plus théâtral. On perd un peu cette intemporalité poussinienne pour quelque chose de mise en scène, l'art de la comédie, l'art du théâtre. Il y a aussi un coloris qui est différent. Ce coloris très harmonique, très musical, je dirais, de Poussin est remplacé par un coloris plus roux, un coloris plus en lien avec la nature, avec aussi la tradition vénitienne, car tout ça s'inscrit dans le contexte d'une querelle, la querelle du coloris, qui oppose Poussin à Rubens et d'une certaine manière fait revivre l'art de Rubens, l'art de coloriste de Rubens, aussi bien que celui du Titien, ce qui est plus évident dans le tableau de Delafosse. Et donc c'est du Poussin refait, réinterprété d'après de nouveaux modèles. Alors lui insiste par différence avec son modèle poussinesque, il insiste sur les gestes, les attitudes, le dialogue est vraiment acquiert un caractère presque anecdotique, c'est-à-dire, vous voyez comment les compagnes de Rebecca se poussent ou s'approchent pour écouter, pour entendre comme des confidences le dialogue entre Eliezer et Rebecca. Et puis il y a l'importance du paysage, le paysage devient pittoresque. C'est-à-dire qu'on a des petites constructions un peu étranges qui viennent séduire le regard dans les lointains et un crépuscule qui vient là aussi charmer l'œil. Donc ce qui intéresse l'artiste, c'est vraiment le coup d'œil, le beau phare, comme disait le théoricien de ce mouvement qui est Roger de Pile. On quitte la grandeur poussinesque, l'exigence, pour quelque chose de beaucoup plus prosaïque et séducteur à la fois. De cette fameuse querelle du coloris, qui sortira vainqueur? C'est Rubens, le temps de Poussin est passé, il reviendra, les plus grands génies comme Poussin, et Poussin est le plus grand, vous le savez, ne mourra jamais, reviendra avec le néoclassicisme, reviendra avec Diderot, avec David, Jacques-Louis David, mais le temps est à Rubens, est à Titien, et à un art beaucoup plus libre, un art moins formel, moins monarchique, un art plus lié à la ville qu'à la cour. Et donc, Antoine Coipel, avec ce tableau, quitte en quelque sorte Poussin et ouvre vers Watteau. Donc avec ce tableau d'Antoine Coipel, extraordinairement séducteur, on est en train de quitter le grand siècle, le XVIIe siècle, pour des choses plus gaies, Watteau et ensuite Boucher et Fragonard. On quitte aussi cet épisode de la web-série Scribe accroupi et coupe-filard, qui a été un immense plaisir pour moi, j'espère aussi pour vous, et en attendant évidemment d'autres aventures.